prof de sous-sol, écran vert est de retour pour une capsule à saveur pédagogique. Aujourd'hui, on va parler de l'APP. Qui aime l'APP? Qui aime l'APP? Qui aime l'APP? Qui aime l'APP? Qu'est-ce que c'est l'APP? Ben souvent, les gens ont différentes conceptions de l'APP, mais on parle ici d'approche par problème, qui va avoir des similitudes par un autre APP, l'approche par projet, mais qui ont aussi des grandes différences. Donc on va s'intéresser aux deux, mais particulièrement à l'approche par problème. Et là, l'APP, à partir de maintenant, je vais parler de l'approche par problème avec APP, c'est plus facile. Et l'APP, vous pouvez l'apprendre de manière très directe, c'est-à-dire de manière orthodoxe, pure et dure, mais ça va vous demander par contre une philosophie, une culture de votre institution pour familiariser les étudiants avec ça, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Ou ce qu'on peut faire, et ce que je vous recommande en fait, c'est prendre une version de l'APP qu'on va diluer, qu'on va organiser, qu'on va adapter à nos besoins. Donc si on y va dans cette logique-là, c'est quoi une APP, une approche par problème? Qu'est-ce que ça demande? Premièrement, ça va être une approche qui va se faire en petits groupes. Donc on va parler de groupes à 5 à 7. Plus petit, ça peut être difficile. Plus gros, ça peut être aussi difficile. Donc, on parle de créer des petits groupes d'environ 5 à 7 personnes. Ça va être l'idéal. Donc, c'est un travail qui se fait en communauté, en équipe. Ensuite, qu'est-ce que ça demande, une approche par problème? Ben, ça prend un problème. Ça prend une mise en situation. Ça nous prend un contexte, ça nous prend une forme d'histoire ou quelque chose qui va se passer avec des informations, avec des textes, avec des défis. Ça prend, bref, une mise en situation, un background, de l'info, quelque chose. Vous marchez quelques heures dans la forêt et tout à coup, vous entendez des ululements d'oiseaux étranges. Mais c'est pas vraiment des oiseaux. C'est plutôt comme si une sentinelle vous avait repéré et lançait des signaux d'alarme à votre passage. Et à partir de ça, on va avoir notre approche par problème. Évidemment, l'importance de cette mise en situation-là, on va y revenir, est très importante, mais qu'est-ce que ça va favoriser ou qu'est-ce que ça va changer, en fait, avec une approche plus traditionnelle? Ben, c'est vraiment une approche qui est centrée sur l'apprenant. C'est lui qui est au centre de tout et on va se déplacer, donc le professeur va pas être mis de l'avant, il va avoir un rôle de soutien. Il va écouter, il va regarder, il va parfois intervenir, mais pas en tant que professeur, mais plus en tant que conseiller, soutien. Il ne veut pas donner la bonne réponse. Et ça, c'est ça qui est important. Une approche par problème, il faut laisser les étudiants réfléchir, faire du brainstorm, des tempêtes d'idées, à la limite se tromper, faire des tests, faire des erreurs, mais il faut, en tant que professeur, prendre du recul. Donc c'est ça aussi qui est un peu plus difficile parfois. Donc on va être en mode observation et on va faire quelques interventions pour demander une précision sur certaines idées ou pour des fois contextualiser. Et c'est sûr que quand le professeur se met en retrait et qu'on met les apprenants de l'avant, il y a toujours une certaine prise de risque. On a moins de contrôle. Et ça aussi, c'est quelque chose avec lequel il faut s'habituer. Maintenant, en quoi ça consiste une approche par problème? C'est quoi le déroulement d'une approche par problème? Ben, de manière générale, je vous dirais, ça peut se passer à différentes échelles. On peut faire 4, 5, 6 cours sur une approche par problème. On peut y aller à plus petite dose aussi, 1 ou 2 cours, mais il va toujours avoir 2 périodes. La première période, ça va être justement celle de la mise en situation. Donc, les étudiants prennent connaissance de la mise en situation, des faits, des informations. Et ensuite, on va avoir une période justement un peu plus de recherche, d'idéation, de brainstorm. Donc là, on va essayer de reconnaître les informations, de traiter l'information, d'émettre des hypothèses, Et pendant toute cette période-là, en fait, c'est important de comprendre, c'est les étudiants entre eux. Le professeur peut circuler, peut écouter, mais ne va pas intervenir directement, ne va pas orienter directement, il va chercher à cerner ce qui se passe. Donc là, dans ces périodes-là, ça peut être intéressant de donner aux étudiants un certain fonctionnement. Donc, quelqu'un qui prend des notes, quelqu'un qui donne les tours de parole, quelqu'un qui va aussi s'assurer du temps qui est passé par chaque intervention. Donc là, c'est à vous de voir. Je pense que c'est toujours bénéfique de donner aux étudiants un certain rôle et de changer ces rôles-là aussi. Mais encore une fois, plus on complexifie, plus il faut donner cette culture-là pour prendre le temps d'instaurer ça. Au bout de cette période de brainstorm, d'idéation, il va y avoir une pause, c'est-à-dire qu'il va y avoir un moment entre 2 cours où les étudiants vont retourner à la maison avec des hypothèses, des lectures à faire, préciser, vérifier, et après ça revenir
par la suite dans un autre cours où on va partager, on va voir est-ce que les hypothèses étaient bonnes, est-ce que on a bien compris le problème. Mais bref, il va y avoir une mise en situation, une idéation, une pause, un travail à l'extérieur qui est individuel, très important. C'est pas, il y a des périodes collectives, mais il y a aussi un travail individuel où je retourne avec les hypothèses en groupe et je vérifie seul qu'est-ce que c'est, je confirme l'information et un retour après ça pour voir qu'est-ce que ça donne. Ce qui est intéressant avec cette méthode-là, c'est qu'on va passer d'un contexte, donc quelque chose qui n'a pas nécessairement de étiquette théorique, mais vraiment quelque chose de pratique, une mise en situation, et on va chercher à la décontextualiser, on va chercher à reconnaître des éléments théoriques, on va activer nos connaissances antérieures. Et c'est ça qui est intéressant, hein, c'est ce remue-ménage-là où on va chercher à décoder, comprendre et réactiver ce qu'on a appris à décontextualiser. Et ça, c'est toujours bénéfice pour justement l'apprentissage. Un autre avantage, en fait, de cette méthode-là, je vous dirais, c'est le réalisme. Parce que quand on a une mise en situation, on va souvent penser à des situations authentiques. Hein? Si je suis dans une technique, ben ça va être des situations que mes étudiants vont avoir sur le marché du travail. Une situation, des données, une prise de décision, prise d'observation aussi, un diagnostic à donner. Donc quelque chose de très authentique. Les autres avantages aussi, ben, ça va développer une grande autonomie chez nos étudiants et aussi des talents de communication, hein, parce que travailler en groupe, émettre des idées, émettre des hypothèses, discuter, partager, c'est important. La communication va être importante. Et aussi, je veux dire, ça reste quand même des habiletés justement interpersonnelles et surtout un exercice cognitif de haut niveau. C'est pas quelque chose qui va se faire en 5 minutes, c'est quelque chose qui va prendre du temps et qui va vraiment mettre en pratique, hein, ce qu'on a appris. Et l'avantage aussi, c'est que, justement, il y a une prise de risque. Ça se peut qu'on dise, ben, je suis pas capable, je comprends pas, il y a un trou. Les apprenants constatent les trous de leur apprentissage, leurs trous, leurs limites. Pas le dé. C'est quoi la mafia? La mafia, c'est-tu quelqu'un qui tue? C'est-tu quelqu'un qui vole? Je me souviens pas, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où. Je me souviens pas, je ne sais pas, je me souviens pas. Je me souviens pas, et ça, je ne sais pas. Et c'est ça aussi quand on identifie des limites qu'on peut voir aller perfectionner, qu'on va chercher à combler. Donc, c'est très théorique tout ça. Il faut l'essayer, il faut le mettre en pratique, il faut l'apprendre. Finalement, je veux dire, c'est quoi la différence entre une approche par projet puis une approche par problème? Ben, essentiellement, c'est que l'approche par problème ne cherche pas à créer du contenu, ne cherche pas à créer quelque chose qu'on va présenter. Le but premier, c'est apprendre. C'est une des méthodes d'apprentissage. Donc, même si on ne résout pas le problème, même si on ne produit pas un texte, une présentation, un artefact, c'est pas grave. Ce qu'on cherche, c'est constater où on en est dans notre apprentissage, c'est quoi les trous de notre savoir. Ça, c'est de l'approche par problème. Maintenant, comment est-ce que je dois évaluer une approche par problème? Est-ce que c'est évaluable? Mais je vous dirais qu'étant donné qu'il y a une prise de risque à la fois pour le professeur et pour les étudiants, j'aurais tendance à dire que l'APP par elle-même, la période d'échange, de pratique, d'hypothèse, c'est un lieu où les erreurs doivent être possibles. C'est un lieu où on ne doit pas se sentir en évaluation. Donc, j'aurais pas tendance à évaluer. Puis même évaluer, c'est très difficile en tant que professeur qu'on doit circuler constamment entre les équipes. Par contre, si on veut mettre des points, on peut y aller peut-être sur une réflexion par la suite. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce que vous êtes allé dans la bonne direction? Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous referiez? Donc peut-être une forme de rapport, une forme de métacognitif, retour, écriture réflexive pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Et ça, on pourrait l'évaluer. Voilà l'approche par problème. Je sais pas si ça paraît, mais c'est pas quelque chose que j'ai fait énormément, mais je trouve ça extrêmement intéressant. Donc voilà, c'était l'approche par problème.